Bonjour. Bon, je pense que si nous devons faire l'état des lieux, comme nous disions toujours avec notre quatrième expérience, nous avons toujours dit que, voire même fait une sonnette d'alarme, que la quatrième expérience risquerait qu'on se retrouve au quatrième niveau du sous-sol de la maison, au lieu que la maison de la démocratie électorale puisse sortir au vu aussi de tout le monde, mais nous sommes en train de descendre dans le sous-sol. Pourquoi nous disons ça? Parce que par-ci, par-là, ce n'est plus un secret, ce sont des élections les plus chaotiques qu'on a connues depuis les 4 expériences, comme la quatrième c'est celle-ci. D'autant plus que la dimension du respect du droit d'accès à l'information, les principes des normes des élections démocratiques n'ont pas été respectés par la CENI. Et pourquoi nous disons ça? Nous disons parce que, la CENI a privé la population de son droit de savoir. La CENI, vous vous souviendrez que la CENI n'a pas voulu publier les listes électorales. Et lorsqu'on demandait, il n'a pas voulu publier les listes électorales et ça fait que jusqu'à la dernière minute, il n'y avait pas de liste électorale dans certains centres. Certains centres n'ont même pas affiché. Et certains ont vu leurs noms qui ne figuraient plus. Et lorsque les noms ne figuraient plus, ça posait des problèmes, ça a même désorienté les électeurs. Alors que les listes électorales doivent être affichées au moins 15 jours avant le jour de vote, mais là, dans les centres de vote. La CENI n'a pas fait ça. Donc, le fait de confisquer ça, de garder ça secret, on a eu des conséquences. L'autre conséquence plus grave du non-respect du droit d'accès à l'information, c'est que la CENI a gardé secret son plan de déploiement des kits. Jusqu'à la dernière minute où nous étions au cadre de concertation avec la société civile et la CENI disait avoir déployé 80% des kits électoraux et que le président de la CENI disait qu'ils le font dans la discrétion totale parce qu'ils avaient peur que les bureaux, les matériels soient détruits ou volés. Et ils s'appuyaient même à un certain moment par après avec ce qui s'était passé à Bolobo. Alors, donc, lorsque la CENI disait même qu'à Kinshasa, c'est encore plus facile, le Congo central, c'est encore plus facile parce qu'on peut déployer en une journée, mais fort malheureusement, ça nous a surpris qu'ils ont gardé le secret, mais ils gardent le secret, c'est que le droit d'accès à l'information condamne, mais du coup, tout le monde est surpris que la CENI n'était pas prête du point de vue logistique. C'est partout qu'on a constaté que les kits électoraux sont arrivés en retard, presque la quasi-totalité. Et nous soulignons que nous avons envoyé, la MOE Collectif 24 a envoyé les observateurs dans toute la ville de Kinshasa, dans chaque commune. Nous avons envoyé les observateurs au Kasaï, donc en Bujimaï et les environs. Nous avons envoyé les observateurs au Katanga, Lubumbashi et environ. Nous avons envoyé les observateurs à Tanganyika, donc Kalemi et environ, Nord Kivu, à Goma et environ, Sud Kivu, à Bukavu, et nous avons un groupe de e-observateurs, c'est-à-dire les observateurs qui sont là, comme on n'a pas eu les moyens pour envoyer plus d'observateurs dans chaque bureau, parce que le petit financement de NED ne nous a pas permis. Mais nous avons, avec la technologie aidante, nous avons un groupe des observateurs que nous appelons des e-observateurs. Ils sont là pour voir tout ce qu'on publie dans les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram, ainsi de suite, qui viennent de partout au pays, mais avec des techniques appropriées, ils testent les vraies informations, parce qu'il faut avouer que nous avons même découvert qu'il y avait aussi des intox qui sont en train de circuler, mais on teste, nous avons des techniques appropriées au niveau du collectif 24 pour vérifier, et là, ça nous permet, avec cette approche, d'avoir l'image de tous les pays
quand bien même on n'a pas été partout. Mais on ne va pas se prétendre qu'on a couvert tous les pays. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons constaté presque partout, les bureaux, la grande majorité, les bureaux ont ouvert en retard, par manque de kits. Là où les kits sont arrivés, ce n'était pas complet. Les machines qui se bloquaient, les machines qui devenaient lobates, les bureaux ont été installés dans les écoles. Bon, il y a aussi ceux qui sont dans les écoles militaires, comme disait Moé Senko. Et dans des écoles, il n'y a même pas d'électricité et il n'y a même pas de générateur pour que les bureaux qui ont fonctionné la nuit, on puisse avoir de la lumière. Et certains bureaux ont voté la nuit dans l'obscurité. Certains bureaux n'ont pas eu de PV. Certains bureaux ont manqué même des stylos. Certains bureaux ont manqué des registres. Alors, tout ça, ça a créé des problèmes. Alors, en dehors de cet aspect des bureaux, nous avons aussi un point que beaucoup ne soulèvent pas et que j'aimerais vraiment que la population ou les organisateurs, parce que nous allons bien coucher dans notre rapport adressé à la CENI, les bureaux ont été installés dans des écoles privées dont les promoteurs sont des candidats. Et ces promoteurs candidats ont joué un rôle important parce que c'est dans leurs écoles. Alors, ils pouvaient installer, lorsqu'on parle des écoles, ça devrait être dans des écoles publiques. Mais au lieu d'aller dans des écoles publiques parce que ce sont des écoles de l'État, on amène dans des écoles privées dont les promoteurs sont des candidats dans ces mêmes circonscriptions et ils ont joué presque partout un rôle important allant dans le sens de vouloir bourrer des urnes, ainsi de suite. Et ce n'est pas vraiment normal. Et dans la plupart de ces écoles-là privées, les élections se sont organisées presque la nuit. Presque la nuit dans l'obscurité totale. Alors nous disons, est-ce que ça n'a pas été planifié par la CENI ou quoi? Nous avons aussi constaté que le secret de vote n'a pas été garanti. Le secret de vote n'a pas été garanti dans ce sens que, dans certains centres ou dans certains bureaux, sont les présidents qui accompagnaient presque tout le monde et qui les obligeaient de voter des gens. Dans certains bureaux, il y a même des candidats qui ont fait partie de l'équipe des agents temporaires de la CENI dans les bureaux. D'ailleurs, la CENI elle-même avait arrêté un agent temporaire de la CENI dans un bureau, informaticien, alors qu'il est candidat député provincial dans sa circonscription. Ailleurs, vous trouvez même des conseillers municipaux, mais qui sont dans les bureaux en train d'orienter, qui travaillent en tant qu'agent alors qu'il est candidat. Alors tout ça, est-ce que la CENI n'a pas pris soin de vérifier l'identité des agents affectés dans des bureaux? Parce qu'il y a des candidats qui ont été affectés comme agents de la CENI et graves dans leur propre circonscription. Alors, lorsque je disais aussi que le secret de vote n'a pas aussi été garanti, dans le sens c'est qu'on a autorisé les gens à entrer dans l'isoloir avec les téléphones. Et ils se filmaient, ils filmaient ce qu'ils faisaient, tout ça, et ils balançaient ça dans les réseaux sociaux. Et pour montrer, soit ce sont des stratégies politiques pour tromper les autres, que non, voilà, je vous ai voté, mais qu'est-ce qui prouve qu'il a voté? Je peux ouvrir le candidat X, je prends la photo, mais après, la machine me donne la possibilité d'annuler. Je peux annuler et voter quelqu'un d'autre. Donc, mais ça a circulé comme ça, en violation des secrets de vote. Nous avons aussi constaté que la configuration des machines ne permet pas d'identifier si M. Henry réellement a voté. Parce que, les machines ne sont pas en réseau. Lors de l'enrôlement, on prenait nos yeux, on prenait les empreintes. Mais qu'est-ce qu'on a fait
pendant les élections de nos yeux et de nos empreintes. Or, nous, on pensait qu'en prenant les yeux et en prenant nos empreintes, pour que la machine puisse nous identifier, que lorsque on met par exemple en anglais, mettez l'empreinte, et que si vous avez voté, vous avez été inscrit là-bas, vous mettez l'empreinte et directement votre nom sort, et puis ça vous permet de continuer. Et si vous votez par dérogation, ça vous donne la possibilité de dire que vote par dérogation, et puis vote par dérogation, vous êtes qui? Observateur, témoin ou candidat, et vous appuyez, ou fonctionnaire, tout ça, vous appuyez, et puis ça vous donne la possibilité de placer votre empreinte, et ça vous ouvre pour voter. Et qu'une fois vous avez voté, même si vous allez dans n'importe quelle machine, en mettant votre empreinte, directement, ça saura que vous avez déjà voté quelque part. Ce sont des mesures sécuritaires que nous, on avait appréciées lors de l'enrôlement ou lorsqu'on prenait nos empreintes et nos yeux. Mais curieusement, ça n'a servi à rien. À rien. Parfois, ça va servir à ONIP pour question d'identité, mais ça n'a servi à rien pour des élections, à tel enseigne que je peux voter plusieurs fois dans plusieurs machines et aucune machine ne va détecter que M. Henry a voté déjà. Ça, c'est une défaillance aussi. Alors, de l'autre côté aussi, à cause du non-respect du secret de vote, on a vu ce qui s'est passé au Kasaï, dont nous fustigeons avec la dame, le fait d'avoir voté le candidat Moïse Katumbi. Mais comment les autres ont su qu'elle a voté le candidat Moïse Katumbi? C'est tout simplement parce que le secret de vote n'a pas été garanti. Dans certains bureaux, vous voyez des gens tout autour de la machine, de l'isoloir, et qui jettent un coup d'œil pour voir qui vote et qui. Or, si le secret de vote était garanti, j'estime que même madame n'allait pas être traitée et violentée telle qu'on a vu au Kasaï, avec cette intolérance que nous condamnons. Alors, autre chose, nous avons constaté la privation des citoyens de leur droit de vote. Les citoyens étaient privés de leur droit de vote à plusieurs niveaux. Un, on a organisé expressement le déploiement des kits en retard. Ça a fait fatiguer d'autres électeurs et qui sont partis, et avec la pluie qui est intervenue ici et là, ils n'ont pas eu l'occasion de voter. La journée du 21, où on a dit que le vote continuait, n'a pas été déclarée une journée fériée. Conséquence, les fonctionnaires et les travailleurs n'ont pas voté parce qu'ils ont dans l'embarras de faire le choix entre son devoir civique d'aller voter et de perdre son travail. D'où il a choisi que je ne peux pas perdre mon travail, et beaucoup sont partis. Ils n'ont pas voté. Pourtant, sachant bien que les élections continuaient, la ministre du Travail allait prendre des précautions pour décréter la journée du 21, pourquoi pas aujourd'hui même le 22, comme une journée chômée et payée pour permettre à tout le monde d'aller voter. Ça, c'est une catégorie où l'organisation n'a pas permis à plus d'un Congolais de voter. L'autre catégorie qui n'a pas eu de voter, c'est que jusqu'au moment où nous parlons, il y a des coins du pays qui n'ont pas voté, dont les kits ne sont pas arrivés. Et c'est presque partout. Alors, ces coins-là du pays, il n'y a pas la guerre, ces coins du pays ne sont pas en état d'urgence, ces coins du pays ne sont pas les points, c'est pas Bundangana ou tout ça, là, les M23 a pris. Ce n'est pas les coins là où il y a les Mobono, mais ce sont des coins normaux. Mais parce que la CENI n'a pas su déployer le matériel à temps, ne tenant pas compte de la configuration géographique et des difficultés logistiques de ce pays, a pris tout son temps, et cela n'a pas permis à ces gens-là de ne pas voter. Mais bizarrement, le vice-président de la CENI déclare qu'on a clôturé le vote.
Alors, qu'est-ce qu'ils feront avec cette catégorie de gens? Alors, autre chose, nous avons constaté, avec regret, les accréditations des témoins. Les accréditations des témoins ont été, en quelque sorte, une stratégie pour permettre à un groupe d'avoir accès rapide dans les bureaux de vote et de voter. La CENI n'a pas mis de dispositions pour découvrir les vraies et les fausses les cartes d'accréditation. Nous avons constaté que, surtout les témoins, ont photocopié en couleur les accréditations et il s'est passé l'un après l'autre. Et il y a même la substitution des accréditations, des cartes d'accréditation. Et comme dans les bureaux de vote, il n'y avait pas de contrôle. Dans certains bureaux, il suffit seulement qu'ils montrent que voilà, c'est mon accréditation. Du coup, on lui dit, bon, comme il n'y avait même pas aussi des registres, tout ça, dans certains bureaux, on les vote par dérogation. Il n'y avait pas les registres de vote par dérogation dans certains bureaux. Il dit, bon, mettez votre nom ici. Et met le nom, bon, allez voter. Et ça a permis à ce qu'il y ait une sorte de bourrage ou de fraude par rapport à cette activité-là d'accréditation. Parce que le même bulletin la même carte devrait servir à 5 ou 10 personnes. Alors, et autre chose, parce qu'il n'y avait pas de liste et tout était en désordre, qu'est-ce qu'on a constaté aussi dans certains centres qui traînaient, parce que le kit n'était pas là, les électeurs qui étaient là se sont dirigés vers d'autres centres. Et dit, bon, comme ici ça traîne là-bas, on vote, alors là-bas. Et ils arrivent là, certains se font des accréditations, des photocopies comme témoins pour entrer dans ces centres, pour voter, et les autres, on les a acceptés en disant que ce sont les omis. Surtout quand on sait que le fichier électoral a posé problème parce que les listes, on a trouvé pas mal de gens qui ne sont pas dans les fichiers, et là, ça pose encore un problème du fichier électoral, la crédibilité du fichier qu'on utilise maintenant. Nous avons aussi constaté que lors des dépouillements, certains bureaux de vote ont dépouillé sans les PV de dépouillement. Ils n'en avaient pas. Conséquence, certains bureaux, ils ont écrit sur les tableaux, les autres c'est sur papier duplicateur, et ils dépouillaient comme ça. Et grave, il y a eu des bureaux de dépouillement qui n'ont pas accepté les observateurs et les témoins. Et ils dépouillaient dans la nuit, dans l'obscurité totale. Et pendant que dans certains bureaux comme ça qui dépouillaient, on a vu aussi la présence de certains candidats qui circulaient la nuit. Et presque partout, même ici à Kinshasa, au Kasaï, à Lubumbashi, partout, les candidats circulaient la nuit dans l'obscurité, alors que les témoins et les observateurs étaient chassés. Et certains candidats ont tenté même de prendre les DEV, sortir avec et retourner ça. Alors, lorsqu'on prend une DEV dans un centre de vote, on sort avec, on retourne. Qu'est-ce qui rassure que la DEV qui est rentrée là, c'est même DEV? Là, c'est grave. Ça veut dire qu'il y a la substitution des DEV dans certains centres de vote. Alors, donc tout ça, ce sont des problèmes que nous disons que le vote a été émaillé de beaucoup d'irrégularités. Malheureusement, certains vont dire que non, ce n'est pas de nature à entancher. Non, dans les principes des normes électorales démocratiques, la corruption même dans un bureau entanche la crédibilité du processus. Parce que quelqu'un peut passer conseiller, député provincial, député national ou président de la République avec le quart seulement même d'une voix. Une voix coûte pour que quelqu'un gagne. Alors, si on trouve dans un centre, il y a tout ça, mais ça compromet tout.
Mais certains, on va apprendre qui vont dire non, ce sont des irrégularités de nature à ne pas compromettre la crédibilité des résultats. Nous disons c'est faux. Les irrégularités graves qu'on a pu constater sont de nature à compromettre la crédibilité des résultats. Voilà pourquoi, dans nos communications, nous insistons que la CENI convoque en toute urgence et impérativement les parties prenantes pour statuer, si tous ces bureaux ou centres de vote qui ont posé problème, surtout en Ngaba. En Ngaba, il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et nous pourrions même dire qu'il fallait même annuler les élections de Ngaba. Alors, qui puissent statuer sur tous ces bureaux qui ont posé des problèmes, les bureaux où on a voté la nuit dans l'obscurité totale et même fait les dépouillements dans l'obscurité totale sans la présence des observateurs et des témoins. Il y a même des bureaux qui n'ont pas réussi à afficher. Dans un centre de vote, il n'y a que 2 bureaux qui affichent et les autres ont dit la machine a bloqué, il n'y a pas moyen d'afficher les PV. Alors, et lorsque les PV ne sortent pas de la machine, ça pose un problème dans la gestion des contentieux électoraux. Alors, qui discutent de tout ça, qui discutent du sort de presque plus de 45 ou 40% de la population, je dirais même la moitié de la population qui n'a pas voté. Ce n'est pas de leur faute, mais c'est de la désorganisation, ou soit, ce n'est pas des organisations, mais des difficultés logistiques que la CENI a connues, mais la CENI est tenue responsable, d'autant plus que la CENI connaissait déjà, elle aurait dû reporter les élections ne serait-ce qu'une semaine, 2 semaines, pour que les choses s'organisent, mais elle a tenu à sa date du 20. Alors, donc, qu'ils se mettent d'accord pour savoir quel est le sort réservé à tous ces territoires qui n'ont pas voté. Et enfin, qu'ils puissent voir quel mécanisme faut-il faire pour que les institutions qui seront issues de ces élections puissent être des institutions qui seront acceptées partout, au niveau national par la population et au niveau international par la communauté internationale. Sans quoi, on sent qu'aujourd'hui, ils vont commencer à donner des tendances, mais nous disons des tendances de quel coin, alors que dans plusieurs territoires, il y a des coins ou des villages qui n'ont pas voté jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, M. Henry, d'avoir fait le point de cette journée. Merci beaucoup.